En tout cas, bonsoir et bienvenue à toutes. Encore une fois, je suis en minorité, mais c'est quand même un vrai plaisir de vous voir aussi nombreuses pour ce genre de conférence. Il y a des personnes ici que j'ai jamais rencontrées, je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Thomas, je suis un peu un couteau suisse dans le monde de l'énergétique. En tout cas, je me passionne pour pratiquement tout et j'aime travailler avec l'humain dans des soins, dans des ouvertures d'âme, des compréhensions de qui l'on est et pourquoi on foule cette terre. Mais j'adore aussi travailler pour nettoyer vibratoirement des lieux. Je travaille pour les animaux, pour les végétaux, même pour les minéraux. Je travaille beaucoup avec le monde des esprits, les esprits de la nature, les anges, les archanges et toutes ces présences. Donc voilà, je m'ouvre à toutes les idées, les théories, certaines qui m'enchantent, d'autres qui me partagent un peu, mais voilà. J'essaye d'avoir cette ouverture sur les différentes méthodes et autres qui existent dans le monde d'Ivrep. Et je propose régulièrement des conférences pour apporter les bases de ce que l'on peut trouver dans l'énergie. Souvent, on va dire ah oui, j'ai le chakra du troisième œil qui déraille, mais on ne sait pas ce que c'est un chakra. On va dire ah oui, moi je donne des soins énergétiques, mais on ne sait pas ce que c'est l'énergie. Et je me suis rendu compte que c'était assez difficile de trouver l'origine de ces machins, de manière en tout cas assez compréhensible, en quittant des termes soit sanscrits, soit des termes trop anciens. Donc, je m'amuse à répertorier un peu tout ce que je peux trouver et à y ajouter mes propres expériences. Et aujourd'hui, je vous propose cette journée sur, nous, l'être humain, dans notre constitution, lorsque l'on quitte le corps de la matière, le corps physique. Parce que déjà, ce corps de matière, c'est un casse-tête pas possible pour les chercheurs, pour les médecins, pour les scientifiques. On est loin d'en avoir trouvé tous les aboutissants. Mais alors, les corps subtils, c'est encore une autre paire de manches. Et là aussi, ce sont des thématiques que l'on rencontre, les chakras, les corps subtils, l'aura, tout ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà, c'est ça que j'aimerais vous proposer, une approche par rapport à ça ce soir. Donc j'ai bien dit une approche. Ce que je vais vous partager, c'est ce que moi je considère. Ça n'a pas la vocation d'être une vérité figée. Et en fonction de certaines sources, vous trouverez des éléments concordants et puis des éléments qui vous proposeront un autre regard. À vous de voir qu'est-ce qui résonne. Et donc, je vais vous proposer de commencer cette conférence avec, justement, c'est quoi ces corps subtils? Quand on parle de ça, de quoi est-ce qu'il s'agit quand on quitte le corps physique? De vastes questions. Donc, vous embêtez pas à prendre des notes. Il y a un livret qui vous sera remis à la fin avec tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça permettra une interaction et donc une possibilité de répondre à mes questions. Qu'est-ce que c'est les corps subtils? Ce que l'on aime appeler l'aura, A-U-R-A. En tout cas, l'aura, c'est cette émanation de ce que nous sommes hors de la matière et qui nous constitue. C'est vraiment comme un rayonnement. C'est un peu comme si on disait le halo du soleil ou le halo de la lune, ce qui l'entoure et qui fait partie d'elle, ça serait son aura. Enfin, si vous voulez, les corps subtils, c'est ça, c'est notre aura. Ils constituent notre aura. C'est tout ce que nous sommes en dehors de la matière. Alors, avant même de commencer à leur donner des noms, on peut déjà avoir des idées, rien qu'avec ce que nous vivons au quotidien. Par exemple, nos pensées, nos émotions sont clairement pas dans la matière, mais elles sont clairement présentes parce qu'elles nous enquiquinent H24. Et bien ça fait partie de notre aura, ça fait bien partie de nous, c'est pas dans la matière. Même si d'un point de vue scientifique, c'est relié au cerveau par des impulsions électromagnétiques, ça n'empêche que ça n'est pas tangible, on ne peut pas attraper physiquement une pensée. Et bien ça fait partie des corps qui nous constituent, en tout cas c'est là-dedans que ça se trouve. Il n'y a pas que ça, il y a bien sûr aussi tous les circuits et réseaux énergétiques, et encore au-delà. Donc je vais vous proposer ces corps avec une distinction entre ceux que j'appelle les corps de la personnalité et ceux que j'appelle les corps de l'âme. Les corps de la personnalité, ce sont les corps qui arrivent avec nous lorsque nous arrivons dans ce monde, qui évoluent en permanence au fil de notre vie et qui s'estompent lorsque nous décédons. Ils s'estompent parce que tout ça, toutes les mémoires, se transforment alors en expérience. Donc une fois de l'autre côté, je n'ai plus la conscience de Thomas, mais j'ai la conscience de toutes les expériences que j'ai vécues et qui m'ont enrichi. Ces corps donc, ce sont
Le corps de matière, le corps physique, celui-ci, j'ai pas besoin de vous expliquer qu'il est différent lorsque l'on est et lorsque l'on trépasse. Et ce sont ensuite le corps énergétique, celui dans lequel circulent les énergies. C'est là que l'on va trouver les méridiens, les nadis, les chakras, les marmas, des termes que l'on va revoir ce soir. Ensuite arrive le corps des émotions et ensuite le corps des pensées. Alors bien sûr, il peut y avoir d'autres noms, mais avec ces appellations, on a très facilement l'idée de ce qu'ils représentent. Ces corps, ils sont imbriqués comme des poupées rousses, c'est-à-dire les uns à l'intérieur des autres. Donc, ne voyez pas l'image comme un oignon au sens où mon corps des pensées serait autour de moi. Mes pensées sont autour, mais elles sont aussi à l'intérieur de moi. Et à l'intérieur des pensées, il y a les émotions. Et à l'intérieur des émotions, il y a les énergies. Et à l'intérieur des énergies, il y a le corps de matière. Au-delà de ces corps de la personnalité, les corps de l'âme, ça, ce sont les corps qui suivent l'âme d'incarnation en incarnation. Donc là, on va avoir le corps causal, qui est le corps des causes. C'est là-dedans que se trouve le karma, entre autres. On va avoir le corps bouddhique, qui nous relie à quelque chose de plus grand. Je dis quelque chose de plus grand parce que la thématique de ce soir n'est pas d'aller dans ce grand tout, mais on va se rapprocher à chaque fois de ces corps. Et le corps atomique, qui là est la réunification avec le grand tout. En tout cas, c'est ainsi que ces corps sont le plus souvent présentés. Et tous ces corps-là constituent notre aura. C'est quoi la distance approximative d'une aura? Ça dépend, non? Oui, ça dépend, absolument. Et si on fait un ratio général, on va dire. Ouais. 30 cm mon aura, donc j'ai mal jusqu'ici. Plus, mais plus, non. Bien sûr que ça dépend. Mais si on doit avoir une distance lambda pour un être humain lambda, au sens émotionnel du terme, c'est une dizaine de mètres de rayon. Ça fait 20 mètres de diamètre, une aura. D'ailleurs, quand vous croisez quelqu'un dans la rue que vous ne voyez pas, vous pouvez le sentir arriver depuis une certaine distance. Et pourquoi je dis un humain lambda sur le plan émotionnel? Parce que, en fonction de comment nous nous retrouvons dans cet état émotionnel, notre aura va être plus ou moins grande. Si je vais bien, si je suis joyeux, heureux, avec une vie relativement saine, enfin un instant de ma vie relativement sain, mon aura se déploie, elle s'expanse et elle s'agrandit. Et là, elle fait plus de 20 mètres de diamètre. A contrario, je suis fatigué, malade, je suis en dépression, j'ai des idées sombres. Là, elle est étriquée, restreinte, et elle fait beaucoup moins que 10 mètres de rayon. C'est aussi basique que ça. Et le but du jeu, évidemment, c'est d'essayer d'avoir le plus souvent possible une aura expansée et lumineuse. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Là, je vous parle des 7 corps qui sont les plus communément admis, parce que tout le système hindouiste les a mis en avant. Mais aujourd'hui, on vit une période assez différente. Déjà, quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de cette planète. L'expansion du monde et l'ascension même de Gaïa, qui implique des changements également sur notre être à nous. Et il s'avère que nous sommes des êtres par essence qui sont des émanations de la source qui est infinie. Comment est-ce qu'on pourrait être limité à 7 corps astraux si le principe même qui nous constitue est infini? Et donc du coup, aujourd'hui, on se rend compte, quand on travaille dans l'énergie, que d'autres corps se dévoilent, se révèlent, un peu comme s'ils étaient latents, comme s'ils étaient endormis, et que l'éveil des consciences, l'éveil de la Terre, mène à nouveau découvrir et réveiller. Alors ces corps, comme ils ne sont pas forcément présentés dans les médecines ayurvédiques ou autres, les noms, vous allez les trouver sous des appellations très variées en fonction des personnes qui les ressentent et qui les présentent. Donc là, je vous propose des noms pour ceux qui suivent. Donc on était au corps atomique. On peut continuer sur le corps monadique, puis le corps de sagesse, le corps de lumière, le corps d'illumination, le corps diamant, le corps de gloire, le corps christique, etc. Ces corps, je ne dis pas que tout le monde les a éveillés. Ils s'éveillent au fur et à mesure de notre conscience personnelle, donc de notre élévation vibratoire. Si je reste très cartésien, très ancré dans la matière, dans mes principes et dans le conditionnement naturel lié à cette incarnation, j'ai 7 corps astraux, point. Mais quand je commence à m'élever, à m'éveiller, à m'ouvrir à moi-même, je déploie ce potentiel de nouveaux corps. Là, vous allez peut-être vous dire, oui, mais les corps astraux, tout ça, on est quand même sur le système hindouiste, on est sur les bouddhistes, on a quand même Bouddha qui est venu.
qui était largement plus sage que nous tous réunis, pourquoi est-ce qu'il n'en aurait pas parlé si c'était le cas? Ici, j'ai une théorie à vous apporter, mais à l'époque où Bouddha est venu prôner des éléments, il devait s'adapter à nous, humains, et à notre niveau d'évolution. Et si dès le départ, on annonce que nous sommes des êtres infinis, et qu'il va falloir s'élever à l'infini, on s'arrête là, parce qu'on n'en voit pas la fin, et nous, on a besoin d'une fin. En précisant les 7 corps principaux, qui donnent une forme d'objectif accessible à toutes et tous, on quitte l'élitisme, et du coup, ça permet à chacun de chercher cet éveil. Et je vous assure que celui qui trouve la conscience des 6e et 7e corps, il comprend qu'il y en a d'autres qui vont après. Ça, c'est une théorie, mais qui peut justifier que les anciens textes s'arrêtent à 7 et qu'aujourd'hui, on peut prétendre beaucoup plus de corps. C'est une drôle d'entrée en matière que je vous partage ici, mais c'est ce qui va guider notre conférence de ce soir, parce que même dans les chakras et tout ça, je vais vous emmener plus loin que ceux qu'on a l'habitude de présenter. Et je voudrais qu'on ait un discours compréhensible pour tous. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut s'élargir, il se rétrécit? Alors, en fait, on s'expanse et on se rétracte en permanence. Alors, c'est pas, si on a ouvert de nouveaux corps, on ne doit pas les refermer. Ils ne vont pas se rendormir. Une fois qu'ils sont initialisés, ils restent initialisés. Mais tu peux ouvrir 50 corps, ça ne veut pas dire que pour autant que tu n'as plus ton ego. Et du coup, si tu es porté par des dépressions, ou par de la fatigue, ou par de l'alcool, ou par tout autre acte qui ne te met mal, parce que nos émotions sont toujours là, eh bien, ça réduit ton champ aurique. Mais ça ne réduit pas la sagesse associée à l'expansion des corps. Quand je dis sagesse, ne considérez pas ici que je mets un degré de sagesse les uns les autres. On a une sagesse personnelle, et c'est la sagesse de notre âme. Clairement pas la sagesse universelle, où là, c'est un autre sujet. Et on peut développer tous ces corps quand on est sur Terre, et ensuite, est-ce qu'on peut... Oui, déjà sur Terre, tu peux... Alors jusque dans les années 90, on va dire, c'est ton expérience de vie et ton libre arbitre, donc tes choix qui amenaient cette ouverture de sagesse, qui permettaient l'expansion de nouveaux corps. Maintenant, comme tout s'accélère et que il faut aller vite parce que les énergies de la Terre vont vite et qu'on passe notre temps à courir après et qu'à un moment, il faut réussir à les rattraper, on peut tricher et on peut initialiser les corps qui sont endormis. Et c'est l'inverse, au lieu de gagner en sagesse pour ouvrir les corps, on ouvre les corps et ça nous apporte de la sagesse. Donc déjà, on a cette possibilité d'expansion. En ce qui concerne le hors de cette incarnation, là, j'ai pas vraiment de réponse certaine. Enfin, les réponses que je vous partage n'ont pas la prétention d'être certaines, mais en tout cas, c'est mes convictions. Quand on est à l'extérieur, pour moi, on redevient l'être parfait que nous sommes censés être, la sphère. Et dans ces cas-là, on doit être, par définition, infini. Donc, il y a autant de corps, il y a plus ce principe de corps, en fait. On retrouve l'unité, le grand tout. Ça, c'est une théorie, puisque... Quand on revient sur Terre, on perd tout beaucoup. Quand on revient sur Terre, déjà, on a le voile de l'oubli qui s'installe, et on a aussi des limites qui viennent nous entraver. Déjà, le corps de chair est une limite, parce que quand on n'est plus dans la matière, on est limité. Mais en plus, c'est parce que sinon, on a des potentiels et des connaissances qui nous amèneraient peut-être trop haut dans l'élévation. Et du coup, on passerait à côté de la matière et on passerait à côté de notre incarnation. On aurait certainement la conscience du grand tout, mais la conscience du grand tout ne servira à rien si on l'utilise pour ne pas assumer les expériences qu'on est venu vivre dans cette incarnation. Donc du coup, il y a comme des brides qui sont mises pour que nous puissions incarner pleinement ce que nous sommes venus expérimenter. C'est clair pour vous? Vous avez le droit de ne pas être d'accord et de proposer d'autres arguments, au contraire, parce qu'on les bienvenus. L'idée, c'est de faire un échange et non pas une vérité figée. Donc voilà, les corps, on pourrait en parler pendant une décennie, on n'aurait pas fait le tour, mais on va continuer sur un autre élément que vous ne connaissez pas forcément, peut-être que si, ce qu'on appelle les plans. Qu'est-ce que c'est les plans? Les plans, vous pouvez considérer comme des plaques de verre qui viennent vous scinder, vous traverser et qui vont vous diviser. Donc imaginez vraiment une fenêtre, une plaque de verre qui me divise sur une partie gauche, une partie droite, un plan qui me divise sur une partie arrière, une partie avant, et un plan horizontal qui me divise sur une partie inférieure et une partie supérieure. Ces plans, c'est pas que des images, ils existent vraiment, et lors d'un soin énergétique, je peux prendre un de vos plans pour qu'il soit tordu et le remettre droit.
et un thérapeute va saisir vos plans et peut les remettre dans leur axe. Mais qu'est-ce qu'ils représentent, ces plans? Je vais vous donner le plan horizontal. Le plan horizontal, c'est le plan de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon New Age, l'enracinement. Lorsqu'il est trop bas, lorsqu'il n'est pas en tout cas, je suis connecté à la Terre, je suis connecté à la matière. Et lorsqu'il est élevé, je suis connecté au cosmos, je suis connecté au grand tout. Bon, dans les excès que nous pouvons avoir, s'il est trop bas en permanence, donc là, pour le coup, je suis purement cartésien, je suis coincé dans la matière, tout ce que tu racontes, c'est des conneries, j'ai mes principes, et je n'arriverai pas, de toute manière, à en changer. Et je vais passer plus d'énergie à débattre pour prouver que j'ai raison, plutôt qu'à te laisser la parole et à trouver une solution. Là, je suis dans une caricature, mais pour vous montrer l'idée. À l'inverse, si ce plan est trop haut, là, je suis complètement perché, au sens péjoratif du terme. Ah, je vois les anges, les archanges, les esprits de la nature, je ressens la reliance avec le grand tout, mais comme je viens de le préciser, je passe complètement à côté de mon incarnation. Donc, on cherche toujours un équilibre, parce que ces plans sont mobiles, évidemment. Quand je fais du sport, mon plan terrestre descend, je m'enracine. Quand je lis, mon plan céleste s'élève, parce que je suis connecté. Mais il y a une demi-mesure entre je vais faire du sport et je lis ou j'écoute de la musique, et puis je suis bloqué en bas ou je suis bloqué en haut. Alors, ce qui peut être aussi intéressant, au-delà du jugement, c'est de se dire qu'on a tous vécu une période de notre vie où on voulait prouver qu'on avait raison, on a été bloqué en bas. Et il y a des moments dans notre vie où on est complètement dans les astres. D'ailleurs, on nous dit en ce moment, tu es complètement dans la lune, je sais pas ce que tu as. Donc, vous voyez, ça va au-delà du jugement et de la caricature parce que c'est des choses que l'on vit, mais à nous de jouer pour que nos plans ne soient pas bloqués. Donc, si celui-ci représente cette notion-là, qu'est-ce que représentent les deux autres? Que représente celui qui me scinde avec une partie arrière et une partie avant? Le passé et le futur. Lorsque ce plan-là est reculé, bloqué, je suis bloqué dans le passé. Ah, c'était mieux avant. Je suis hyper nostalgique. Ou alors, je suis aussi coincé dans une victimisation. C'est à cause de mon enfance que j'ai vécu ça. C'est à cause de mes parents que j'ai vécu ça et je le ressasse. Je suis bloqué dans cette partie antérieure. À l'inverse, s'il est vers l'avant, ah oui, je vais faire ça. Il faut que je fasse ça. Je projette ça. Mais c'est toujours des plans sur la comète parce que je ne les mets jamais en application. Donc, quand je cherche à être équilibré, je vais chercher dans mon passé les expériences que j'ai déjà vécues qui vont me permettre de générer de nouveaux projets et je reviens dans mon présent pour les manifester. Mais à nouveau, on a tous été bloqués dans la nostalgie et on a tous été dans la projection à différentes périodes de nos vies. Il y en a qui le sont en permanence, il y en a qui le sont sur une durée déterminée. Le but du jeu, dans tous les cas, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Et le plan qui me divise sur une partie gauche et une partie droite, qu'est-ce qu'il représente? Féminin et masculin. Le féminin et le masculin sacré. Cette polarité que nous avons toutes et tous et qui n'a rien à voir avec le genre, on est bien d'accord. Si je suis dans mon féminin sacré, je suis dans une introspection permanente. Et l'introspection permanente se transforme en procrastination. Je n'avance pas, je ne fais rien de ma vie. Je suis toujours en train de réfléchir, toujours en train, encore une fois, de passer à côté de ce qui me permettra d'expérimenter la matière. À l'inverse, si je suis dans le masculin sacré, eh bien, je fonce tête baissée. Je me prends du mur, je ne comprends pas, je continue de foncer. Il n'y a aucune once de réflexion. Ou alors, paradoxalement, le masculin sacré, c'est aussi l'enseignant. Donc, j'aime bien prêcher la bonne parole et vouloir enseigner aux autres, mais pas avec le cœur, plutôt avec l'ego de dire je suis le maître, ce maître qui ne veut pas être dépassé par son élève. Encore une fois, c'est des caricatures. Et donc, du coup, ce plan va venir dans l'introspection pour venir ensuite manifester dans la matière. Et ce qu'il manifeste dans la matière l'amène à une nouvelle introspection. On est toujours, encore une fois, dans cette recherche d'équilibre mobilé. Ces trois plans se recoupent, les trois, sous notre nombril, au niveau du hara. Vous savez pourquoi ça se recoupe ici? C'est au niveau du chakra sacré, vous le connaissez plus facilement sous cette appellation. Parce qu'ici, déjà, on a notre centre de gravité d'un point de vue de la matière, mais c'est aussi ici que se situe ce qu'on appelle le fil d'argent, le lien avec notre âme. Il est relié directement au chakra sacré. Sacré, c'est pas pour rien qu'on a choisi ce terme. C'est avec le sacrum. Et si le sacrum porte le nom de sacré, c'est bien parce qu'il a cette reliance avec quelque chose de sacré, en l'occurrence notre âme. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui nous constituent et qui existent véritablement dans notre être. Et c'est intéressant d'essayer de sentir nos plans, de les ressentir pour voir comment ça se manifeste. Des questions sur ces plans? Non.
Alors, je passe un peu du coq à l'âne parce que tout ça, c'est imbriqué les uns dans les autres et il n'y a pas vraiment de hiérarchie. J'ai pris le parti de décomposer des éléments qui s'emboîtent de toute façon les uns dans les autres. Donc, on va avoir cette sensation de naviguer un peu à l'aveugle, mais il me fallait quand même un plan à suivre. Je vous propose à présent un autre mot que vous connaissez sûrement, le canal pranique, ou moins communément appelé le canal arique. Qu'est-ce que c'est celui-ci? Quand on va parler des chakras, on va voir qu'ils sont alignés le long de notre corps, à la verticale. Et c'est comme un tuyau par lequel va passer des éléments, différents éléments, dont le canal pranique. C'est le tuyau qui va nous relier depuis le centre énergétique de la Terre au centre énergétique du cosmos. C'est ça qui permet ce lien dans l'enracinement dont j'ai parlé. Et il faut qu'il soit plutôt nettoyé, purifié, pour que l'énergie céleste, masculin sacré, vienne descendre, me traverse et aille dans l'énergie terrestre féminin sacré. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Le féminin sacré remonte l'énergie de la Terre et monte vers le cosmos. En fait, je suis un tuyau d'irrigation. Pourquoi? Parce que quand on dit pourquoi est-ce que l'humain est sur Terre? Une des grandes questions philosophiques. Si on se met du point de vue de la Terre, du point de vue de Gaïa, on est des antennes, on est des pompes à essence, mais on n'est pas l'essence. Et du coup, on a vraiment l'énergie cosmique qui passe par nous pour nourrir la Terre. Donc à ce moment-là, on sert vraiment de pompe à essence. Et dans l'autre sens, la Terre va devoir éliminer des éléments qui la polluent, elle peut passer par ce canal pranique. Mais en ce qui nous concerne, nous, de notre point de vue humain, ça permet de réunir les énergies terrestres et célestes et de faire en sorte qu'on soit dans cet équilibre cosmotellurique. Donc à la fois présent ici et maintenant, conscient, ouvert à la spiritualité, mais bien actif dans la matière, toujours dans cet équilibre. Sur un plan plus terre à terre, quand on a cet équilibre, on dort bien, on n'est pas fatigué, on est dans le contrôle de nos émotions, de nos pensées, on est dans le contrôle de nos paroles, à la fois dans le flux, mais aussi dans ce que l'on dit. On n'est pas là pour ni vexer, ni prêcher, on est juste là pour échanger, partager, et on a cet équilibre, ce qui n'est pas toujours évident. C'est OK pour ce canal, donc pareil, il existe vraiment, et lorsque personnellement je propose des soins énergétiques, il m'arrive assez souvent de voir ce canal qui est soit distordu, soit pollué, et c'est super intéressant de pouvoir le nettoyer ou le redresser si nécessaire. Parce que tout ce dont je vous parle ce soir, c'est des éléments qui, lors d'un soin énergétique, sont forcément impactés par l'énergie. Même si c'est un soin énergétique à l'aveugle, comme un Reiki, un Laoshi, où le thérapeute ne sait pas forcément où va l'énergie, c'est là-dedans que ça va se passer. Mais si on suit le mouvement de l'énergie, on peut voir que c'est tous ces éléments-là qui sont impactés par le soin. Entre autres. Des questions? Je vous perds pas, ça va? Donc, on arrive au chakra. Alors, avant de les présenter, qu'est-ce que c'est un chakra? Un vortex, Un vortex, qu'est-ce que ça veut dire? c'est ouvert dire. Ça permet de l'énergie de rentrer et de sortir. Oui, c'est un peu une porte d'énergie, effectivement, qui permet à l'énergie de rentrer et sortir. Pourquoi? Pourquoi ça, c'est là? Pourquoi ça a cette forme? Pourquoi ça permet à l'énergie d'entrer et sortir? Ça nous fait une belle jambe, ça. Quand on vit, il y a des éléments dont on a vitalement, j'ai envie de dire, besoin. L'oxygène, par exemple, qui très grossièrement est apporté par les poumons, les alvéoles, etc. On a besoin d'eau et d'aliments, qui très grossièrement est apporté par le système digestif. Eh bien, on a aussi besoin d'énergie, qui est apportée par les chakras. L'énergie, je parle ici de l'énergie ambiante, l'énergie vitale, le chi, le ki, le prana, l'alka-est, l'énergie universelle, porte plusieurs noms en fonction de où est-ce que vous vous situez, mais c'est la même chose. Eh bien, cette énergie, elle va passer par nos chakras, qui sont comme des espèces d'entonnoirs, toujours en mouvement, c'est pour ça qu'on dit des vortex, et qui vont vraiment venir se dessiner en cône pour permettre à l'énergie d'entrer et parfois de sortir. Combien est-ce qu'on a de chakras? C'est spécial, d'accord. On a 7 principaux, c'est en tout cas ce qui est communément répandu. Mais combien est-ce qu'on a de chakras? Des antennes. Oui. Des centaines. C'est un peu comme l'expansion de l'aura, qui dit mieux, qui dit moins. Les chakras, on en a un par cellule. Je vous laisse compter. Beaucoup. On en a un par cellule, c'est un peu comme les pores de la peau qui permettent un échange avec l'extérieur. Et bien là, on en a.
sur chacune d'elles. Donc ça en fait vraiment une quantité impossible à mesurer. Mais c'est ce qui permet à chaque cellule d'absorber d'absorber l'énergie, pardon, et donc de vivre. Évidemment, quand on est sur des éléments plus grands, comme les organes, là, on a un chakra principal par organe. Et les chakras, on en a ainsi de différentes tailles, différents états. On va en avoir des chakras donc principaux, les 7 principaux, on aime à dire. Donc le chakra de la terre, celui qui se trouve juste en dessous de nous. Il est intéressant celui-ci, parce que dès le départ, il n'est pas sur notre corps physique. Il est sous le périnée, mais il est détaché du bassin. Celui-ci, il nous relie à la terre, il nous relie à l'enracinement, à l'ancrage, il nous relie à notre passé, à nos ancêtres. C'est là-dedans que va se trouver, entre autres, les mémoires transgénérationnelles maternelles. Quand je suis en bisbille avec ma mère, ou qu'en tant que mère, je suis en bisbille avec mes enfants, c'est là-dedans que ça se passe et j'ai souvent des problèmes de bassin. Le suivant, c'est le chakra sacré. Donc ici, je suis sur l'expression. C'est ce qu'on aime à dire. C'est le chakra de l'artiste, de l'expressivité. Pourquoi? Parce que c'est le chakra de l'âme. Et lorsque je crée de l'art, eh bien, je m'exprime à travers la matière pour faire sortir quelque chose de plus grand que mon mental. L'art, quand il me touche, des fois, c'est pas la beauté de l'œuvre. Il y a des œuvres que l'on trouve mentalement très moches et qui pourtant nous touchent quelque part. Parce qu'on ressent cette connexion d'âme à âme. Parce que c'est passé par ce chakra de l'art. C'est aussi là que se trouve en partie notre féminité. Ensuite arrive le chakra du plexus solaire qui est à la pointe du sternum. C'est le siège de nos émotions. On a un peu plus haut le chakra du cœur. Ici, on est dans le centre de l'être. Ces chakras inférieurs jusqu'au cœur, c'est les chakras qui nous relient à notre partie incarnée. Le cœur est comme scindé en deux avec une partie terrestre et une partie céleste. Et pour les chakras célestes, on va avoir le chakra de la gorge, le chakra de l'expression. On va avoir le chakra du troisième œil, le chakra de l'intuition, et le chakra coronal, qui est la reliance à l'univers, au grand tout. Les chakras, ça c'est le résumé le pire que vous pourriez trouver, parce qu'on est à des milliards d'années-lumière de tout ce qu'ils représentent. Dans le livret que je vous propose, vous avez un tableau avec des représentations pour chaque chakra, les couleurs, etc., les sons, les organes. Qu'est-ce que c'est un chakra qui est en bonne santé, un chakra qui est déséquilibré? Donc, c'est des éléments que vous pouvez trouver assez facilement, qui permettent déjà d'observer un petit peu, mais c'est surprenant, parce que moi, j'ai toujours mal sous la poitrine, au niveau de l'estomac, et là, ça tombe bien, ça me dit que je suis déséquilibré dans mes émotions. Bah, effectivement, c'est quelque chose que je n'arrive pas à gérer. Donc, ça peut être un élément d'observation. Ces chakras, donc, ils sont principaux parce ils sont assez gros, hein, c'est gros comme ça, un chakra principal. Hein. Et puis, ils interviennent vraiment dans notre principe d'incarnation. Donc, ils sont très souvent, voire tout le temps, mal en point. Et notre but, c'est d'essayer de les remettre bien en point. Mon chakra des émotions, s'il est mal en point, j'ai les émotions qui se déglaillent. Si je répare mon chakra des émotions, ça apaise mes émotions. Et si j'apaise mes émotions, ça remet en place mon chakra des émotions. Donc, c'est toujours un jeu dans les deux sens. Les chakras, ils se manifestent des chakras principaux dans deux directions, vers l'avant et vers l'arrière, comme un sablier. Et en fonction de vers l'avant ou vers l'arrière, selon s'ils sont bien ou mal en point et n'ont pas la même représentation. Ces chakras, il est dit dans beaucoup de textes que les 5 du centre sont vers l'avant, vers l'arrière, celui du coronal et le chakra racine vont vers le haut et vers le bas. C'est vrai et c'est faux. En fait, c'est obsolète. Parce que lorsque les nouveaux corps astraux dont je vais parler au début s'expansent, de nouveaux chakras dont je vais parler après s'ouvrent et à ce moment-là, ça change la donne. J'en parle juste après. Entre ces chakras principaux, on a d'autres chakras principaux. On a le chakra du thymus, etc. Des chakras intermédiaires qui peut être très intéressant de considérer. Dans les chakras qu'on appelle secondaires, même si le mot est très mal choisi, on a des chakras qui sont souvent associés aux organes, mais aussi à des points clés de notre corps. Par exemple, les articulations. Chakra des coudes, mais aussi chakra des mains, chakra des pieds, chakra des tempes, chakra des yeux, chakra des oreilles. Alors eux, ils vont intervenir en fonction d'eux. Par exemple, on a dit tout à l'heure que l'énergie par les chakras rentrait et sortait. Quand je fais un soin énergétique par apposition des mains, c'est par le chakra des mains que l'énergie va venir sortir et se transmettre à la personne.
Pour les chakras secondaires, je vais vous donner un exemple. Le chakra de la rate, c'est le chakra qui relie les corps spirituels au corps éthérique, astral et mental. En gros, c'est le chakra qui permet à notre âme de rester dans cette incarnation. Donc vous voyez que la nomination de chakra secondaire est un petit peu dévalorisante parce que suffit qu'il y en ait un qui soit mal en point pour que ce soit assez peu rigolo. Et est-ce que, je sais plus, rejeton, est-ce quand un organe est malade, oui, enfin quelqu'un qui a, est-ce que ça veut dire que son chakra est, Ça deux, mais pas forcément. Pas forcément parce que même quand il va te manquer un organe, admettons tu n'as qu'un seul rein, tu as toujours le chakra des deux reins. Et ils peuvent être bien portants. Donc pas forcément, il n'y a pas toujours cette association. Souvent, il y a quand même une association, mais pas systématiquement. Et quelqu'un qui aurait un problème de foie n'aura pas forcément un problème au niveau des chakras du foie. Bon, là, c'est individu. Hein, chacun est différent. Donc, je peux pas proposer une généralité. Des fois, il y aura ce lien et des fois, non. non, donc en fait, le fait que le chakra fonctionne, enfin, qu'il y ait une dysfonctionnalité auprès du chakra, enfin, cette fonctionnalité-là, n'a pas comme conséquence que l'organe sera mal. Ça dépend. Des fois, oui, clairement, mais des fois, non. Ça dépendra de l'affaire sale et des causes qui justifient le problème de l'organe. Des fois, c'est purement physique et des fois, c'est beaucoup plus haut que physique. Je me prends un accident qui vient toucher un de mes organes, ça va pas forcément embêter mon chakra. Je subis une cirrhose, donc quelque chose qui s'est installé petit à petit. Là, il y a moyen que ça vienne impacter mon chakra parce que ça a touché les autres éléments que la matière. C'est pour ça que je dis que ça dépend aussi des circonstances et des personnes. On a d'autres chakras qu'on appelle les chakras mineurs, internes et externes. Alors, les chakras mineurs, c'est ceux que je vous ai présentés juste avant, les chakras qui sont entre nos chakras principaux, comme le chakra des thymus, par exemple. Je dois vous en d'autres noms, hein, mais peu importe. Mais on en a aussi qui sont à l'extérieur de notre corps. Je vous ai parlé du chakra racine, qui était déjà sorti, puisqu'il est sous le périnée. Mais on a un chakra entre les genoux. On a un chakra sur chaque genou, et on a un chakra entre les genoux. On a un chakra entre nos pieds. On a déjà des chakras comme ça qui sont à l'extérieur de notre corps de matière, mais qui y sont directement reliés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les chakras mineurs. Bon, il me fallait un mot par rapport aux chakras principaux, mais vous avez bien compris que c'est pas parce qu'on les appelle mineurs que leur action est moindre. Ils sont tous aussi importants. Donc par exemple, celui qui se retrouve au niveau de nos genoux, c'est là-dedans que va se trouver toute la notion de clan familial, le lien à la famille, qui peut être très marqué ou au contraire très absent. Entre autres, c'est là-dedans qu'on a notre vie originelle, nos héritages, etc. Quand j'ai des problèmes avec les ancêtres sur le plan transgénérationnel ou héréditaire, comme on aime dire, celui-ci est souvent en dysfonctionnement. Est-ce que du coup, ça peut jouer aussi par rapport au chakra des genoux? Oui, souvent c'est lié quand même à la zone, mais pas totalement. C'est pas parce que tu as un problème ici que tu vas avoir des problèmes au genou. Quand j'ai mal au genou, d'un point de vue énergétique, souvent c'est je refuse de plier devant l'autorité. C'est pas forcément lié à mon clan familial. Par contre, quand on dit le genou, c'est le je et le nous, eh ben c'est moi et nous, les ancêtres. Et là, ça touche le chakra entre les genoux. Vous voyez, c'est là où c'est délicat de distinguer. Il y a tellement de bazar là-dedans qu'on ne sait jamais trop où ça se situe si on n'y va pas directement en soi. Et en fait, au niveau de l'hérédité, parce que nous, quand on est incarné, on a un père et une mère et une histoire, mais c'est pas notre hérédité d'âme oméga John. Si, parce que bon là c'est un autre sujet, mais on choisit la famille dans laquelle on s'incarne. Qu'on le veuille ou non. Qu'on ait eu des parents adorables ou des parents monstrueux, on l'a choisi. Donc l'hérédité, c'est ce qu'on donne sur le plan physique, mais le transgénérationnel, c'est ce qu'on va donner sur le plan astral et les deux sont reliés, de toute façon.
Donc c'est pas facile à entendre pour des personnes qui n'ont pas eu des parents aimants, mais ça fait partie du jeu de l'incarnation. C'est que à ce moment-là, l'enfant était venu apprendre à travers le non-amour de ses parents, l'amour authentique qui doit venir de lui-même, par exemple, et il était venu apprendre à ses parents quelque chose aussi à ce moment-là. Oui, mais dans toutes les incarnations, on n'a pas obligatoirement ces hommes-là comme parents. On change de parents à chaque incarnation aussi, c'est ça la question. Oui. Donc en fait, l'hérédité qui est là, qui serait là entre les genoux, est-ce que c'est l'hérédité de cette âme-là avec les parents, les grands C'est l'hérédité de cette incarnation, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. C'est pas quelque chose que tu traînes de vie en vie. Parce que les chakras sont dans les corps de la personnalité, les corps qui naissent et qui partent avec nous, sont pas dans les corps de l'âme. Ceux-là en tout cas, on a des chakras dans les corps de l'âme, mais pas ceux-là. Ensuite, on a donc, pareil, je vous ai dit, entre les pieds, là, on a le chakra terre. Donc lui, c'est nos racines, nos fondations. Vraiment, là, est-ce que vous vous sentez à votre place sur Terre? Est-ce que vous vous sentez à votre place dans cette société? Rien à voir avec nos parents, là. Je vous parle de vous, ce que vous vivez intérieurement. Si la réponse est non, il y a peut-être un souci au niveau du chakra des pieds. Ça, ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Et on a donc des chakras externes, supérieurs, souterrains. Donc là, ici, on est sur des chakras qui continuent la ligne centrale et qui montent et qui vont en dessous. Alors les chakras supérieurs, celui qui est le plus connu, c'est le chakra étoile de l'âme, qui se trouve à peu près 40 cm au-dessus du chakra coronal. Et il est associé au chakra étoile de la Terre, qui se trouve quelques centimètres, 50 je crois, 80, sous nos pieds. Donc ça, c'est des chakras qui vont être associés à ces fameux corps subtils qui s'ajoutent à nous. Donc, quand j'éveille un chakra, quand je l'initialise, quand je le lis comme en hibernation et que je le réveille, ça va ajouter un corps subtil et ainsi, j'élargis ma connexion là-haut. Et je vous disais que les chakras sont vers l'avant, vers l'arrière, sauf le dernier qui est vers le haut ou vers le bas. Eh bien, si moi, je n'ai que 7 chakras qui sont éveillés, les 7 principaux, effectivement, mon chakra coronal va vers le haut et mon chakra terre va vers le bas. Mais si j'éveille un chakra supérieur, mon chakra coronal va finalement être devant derrière, et c'est le chakra qui vient de s'éveiller qui ira vers le haut dans son émanation. C'est pour ça que je vous disais, les écrits à ce sujet n'ont pas tort, c'est juste que c'est des écrits qui, par rapport à la période que nous vivons, sont obsolètes. En tout cas, par rapport à la personne. Et là, on va tous être différents, parce qu'on ne sait pas, si on n'a pas vérifié, à combien de chakras on a déjà fermé l'éveil. Attention, c'est pas parce que je suis avec 50 chakras d'éveillé que je suis supérieur à vous. Ça n'a rien à voir avec ça. On est dans la sagesse, on n'est pas dans l'ego et pas du tout dans ce côté de hiérarchie. Ça n'a rien à voir. C'est l'évolution de l'âme par rapport à nous-mêmes. Mais pour éveiller l'âme, il faut mieux les prendre en haut. Alors, non, c'est les deux. C'est-à-dire que si on se contentait de les faire en haut, on partirait sur ce déséquilibre qui nous perche. Donc, quand il y en a un supérieur qui s'ouvre, il y a l'inférieur qui vient s'ouvrir également pour équilibrer. Ça se fait tout seul, mais c'est nécessaire pour garder notre reliance à la Terre pour cette incarnation. Ça, c'est non négociable, sinon on serait complètement en voyage astral permanent et ça serait vraiment pas commode. Dans le pire des scénarios. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les chakras. Je sais que c'est énorme, en même temps c'est rien à la fois. Mais déjà, ça donne une autre image que c'est le chakra principal. Vous dire qu'on est constitué de tout ça et que du coup, on peut comprendre pourquoi on a autant de problèmes dans notre vie. Si nous n'avions que 7 chakras, ça serait réglé. Mais il y a encore plein d'autres sujets qui viennent s'ajouter à ça. Je vous ai dit que les chakras qui s'éveillent sont associés au corps spirituel parce que c'est ça en fait. Mon chakra racine est associé à mon corps physique. Mon chakra sacré est associé à mon corps énergétique. Mon plexus solaire au corps des émotions, mon chakra cœur au corps des pensées, et puis on remonte comme ça, mon chakra gorge au corps bouddhique, au corps causal, pardon, mon troisième œil au corps bouddhique et mon coronal au corps athérique. Et donc quand j'en initialise à nouveau, j'ai un corps supérieur qui s'ajoute, qui vient expanser mon aura. Et le fait que j'expanse mon aura, ça veut dire que mon rayonnement va de plus en plus loin, touche de plus en plus de personnes et contribue à l'évolution de l'humanité. Dans cette période où on essaye tous de s'en sortir du mieux que l'on peut. Ok pour les chakras? Je vous ai pas perdu, ça va? Ça peut paraître un peu complexe, mais prenez les idées générales.
Je vous propose d'aller, qu'est-ce qui se passe entre les chakras? Est-ce que vous savez ce que sont les nadis? Les nadis, si vous voulez, alors les spécialistes vont me hurler dessus, mais pour nous, dans l'image, ce sont les méridiens. Mais pas les méridiens chinois, pas les méridiens de la médecine traditionnelle chinoise, ce sont d'autres méridiens. C'est tout un réseau routier, vous imaginez, où chaque rond-point, c'est un chakra, et entre chaque chakra, il y a des routes. Et parmi ces routes, il y a des routes principales, comme des autoroutes, des routes secondaires, des départementales, des chemins, des cul-de-sac. Là, c'est embêtant. Et voilà, des sentiers. Et tout notre corps est ainsi enchevêtré de ce qu'on appelle des nadis, qui sont l'équivalent. Donc c'est là-dedans, entre autres, que l'énergie circule, parce qu'il faut bien qu'elle circule de chakra en chakra. Et ces nadis sont parsemés de marmas. Et les marmas, ce sont l'équivalent, en quelque sorte, des points d'acupuncture. Alors, ce ne sont pas les mêmes. Hein, les points d'acupuncture, c'est quelque chose. Les marmas, c'est autre chose. Mais c'est le même principe. C'est des points sur lesquels on va pouvoir intervenir pour voir si l'énergie est bloquée ou si elle circule, tout simplement. Je dis que c'est différent parce que je ne veux pas que vous disiez les méridiens et les nadis, c'est la même chose. On a une couche avec les nadis, on a une couche avec les méridiens. C'est deux couches différentes et on a les deux. Donc, quand vous voyez le schéma des méridiens et quand vous voyez le schéma des nadis, on n'est pas du tout sur les mêmes réseaux. On n'est pas sur les mêmes clans, on n'est pas sur les mêmes corps. Donc, on est sur deux médecines différentes, l'Ayurveda avec les marmas et les nadis, et la médecine traditionnelle chinoise avec les méridiens et les points d'acupuncture. Les marmas, les nadis, pardon, on en a toute une collection, mais vraiment, on en a presque des milliers. On en a 14 principaux, dont 3 qui sont les plus couramment représentés. On a le canal Sushumna, qui est le canal qui part de notre chakra racine pour monter jusqu'à notre chakra coronal. Et on a 2 nadis qui viennent comme ça circuler de chaque côté, Inda et Pingala, qui vont représenter entre autres le masculin, le féminin sacré, le lunaire, le solaire, etc. Dans lesquels on va essayer d'avoir un équilibre. Je vous dis qu'il serpent parce qu'il se croise à chaque méridien, à chaque chakra principal. Donc vous visualisez un peu le dessin. Et ce canal, le canal Sushumna, c'est par ce canal qu'on a ce qu'on appelle la Kundalini. La Kundalini, qui est une énergie qui est souvent représentée comme un serpent dans l'huile de l'infini et qui se trouve dans notre bassin, dans notre féminité, dans notre intériorité, et dont le but de la sagesse de l'incarnation est d'amener à l'éveil de la Kundalini. C'est un peu le Graal dans la quête du spirituel, d'éveiller sa Kundalini. En fonction de notre état spirituel, on va avoir la Kundalini qui peut être arrêtée au chakra sacré ou monter au chakra cœur, etc., etc. Alors, on a des pratiques qui viennent éveiller la Kundalini, comme certains yogas ou des méditations particulières. Ça, c'est juste et bon, ça à votre rythme. Mais la Kundalini doit être éveillée pleinement au rythme de notre évolution. Sinon, ça peut créer des vrais problèmes qui relèvent ensuite de la psychiatrie. On peut avoir vraiment des troubles comme ça, déments, suite comme la psychose ou ce genre de choses d'un point de vue vraiment médical. Et comment on sait si on a bien c'est pas un terme, mais ouvert, éveillé tout le chakra de Les chakras principaux en eux-mêmes sont éveillés. Ceux-là, il n'y a pas de question à se poser. C'est les supérieurs et les souterrains, ou ceux-là, après, c'est par canalisation, par radiesthésie ou à travers un soin énergétique. Quelqu'un peut t'annoncer ça. Mais comment on sait on est prêt à ouvrir la Kundalini? La Kundalini, ça se fait plus ou moins tout seul, au fur et à mesure de notre évolution, du travail que l'on fait pour l'éveiller. Donc ici, il s'agit de méditation, de yoga et d'autres éléments de ce genre. Et dans certains cas plus rarissimes, encore pour le moment, peut-être ça va changer avec l'évolution de la Terre, mais elle s'éveille d'elle-même lorsque le moment est venu. Mais pourquoi je vous dis que ça peut poser problème si c'est trop rapide? Quand la Kundalini s'éveille, on retrouve l'unité, on retrouve le grand tout. Mais si j'ai pas cette conscience de cœur, de me retrouver là-dedans, je me retrouve dans l'équivalent du néant absolu, d'où la psychose. C'est le vide absolu, c'est atroce, c'est l'isolement, c'est tout ça. Alors que si j'ai fait cette démarche de dire, je suis jamais isolé, je suis toujours relié, je suis moi-même dans cet océan, là j'accueille l'énergie de la Kundalini. Donc ça c'est vraiment au fur et à mesure de notre évolution. Il y a des personnes qui la sentent physiquement, d'autres personnes qui la sentent pas du tout, ça veut pas dire qu'elle est ou pas éveillée. Ça dépend de chacun. Mais ça aussi, c'est quelque chose que nous portons à l'intérieur de nous dans nos vibrations. Entre autres.
D'autres questions sur les marmas, les nadis, la kundalini ou les chakras? Alors, on saute un pays pour aller en Chine. Je vous ai déjà évoqué la notion des méridiens. Donc là, les méridiens, eh bien, nous sommes sur quelque chose, nous, on aime bien utiliser comme nom parce que c'est facile pour nous. Donc les méridiens, pour le coup, on n'en a pas autant que des nadis. On en a 12. C'est facile. Ils sont symétriques. Et on en a 2 qui viennent nous traverser devant, derrière. Alors on a d'autres méridiens un peu secondaires qui vont faire des liens. Mais principalement, c'est sur cela que l'on va travailler. Ces méridiens sont souvent associés à des organes. On va parler du méridien du cœur, du méridien de la rate, du méridien du poumon. Ça ne veut pas dire que c'est l'organe ici. C'est la représentation symbolique chinoise qui va associer ça. Quand je vais parler du méridien du poumon, effectivement, nos méridiens du poumon passent entre autres par le poumon, mais il se balade jusqu'à mon pouce. Et il va représenter plutôt la tristesse dans les émotions. Si je vous parle de l'organe, qu'est-ce que vient faire la tristesse dans le poumon? Donc on n'est pas dans la représentation organique. La philosophie chinoise est à l'inverse de la nôtre. Nous, on dit qu'on a besoin de poumons pour respirer. Eux, ils disent que c'est parce que l'on doit respirer que l'on a des poumons. Ça, réfléchissez à ça, parce que c'est complètement l'inverse de ce que nous, on considère. Donc, les méridiens, qu'est-ce que c'est? C'est pas des tuyaux. C'est plus des courants, comme un courant marin, comme les réseaux des oiseaux migrateurs. Vous voyez, c'est pas des tubes dans lesquels circule l'énergie, c'est plus des courants par lesquels l'énergie circule. Et bien l'énergie, on espère qu'elle circule dans le bon sens et comme il faut, parce que s'il y a des blocages, ça génère des troubles dans notre corps de matière, mais aussi dans notre corps des pensées et des émotions. Quand j'ai le chakra cœur qui dysfonctionne, je suis dans une euphorie excessive. Quand j'ai le chakra du foie qui dysfonctionne, je suis en colère. Vous voyez, c'est pas dans le corps de matière, c'est aussi dans les émotions. Et donc, du coup, ils sont entrecoupés de ce qu'on appelle des points d'acupuncture, donc des carrefours, dans lesquels on va pouvoir intervenir, parfois à travers les aiguilles d'acupuncture, parfois à travers des massages, l'acupression, et d'autres éléments. Aujourd'hui, on fait de la luminothérapie, du laser ou des éléments de ce genre. Je vous ai mis dans le fascicule quelques associations en lien avec certains méridiens, avec les méridiens, parce que pour le coup, il y en a 12, donc c'est facile. Par exemple, le méridien du rein et de la vessie, c'est la dynamique vitale, c'est la reproduction, la stabilité, la verticalité. Donc, si j'ai des problèmes sur le plan reproductif, c'est un des méridiens qu'il va falloir aller travailler. Si je me sens en déséquilibre, par exemple des vertiges, ça peut être aussi une des causes qui justifie que j'emporte. Bon, il y a les méridiens, ça se croise. Il y a forcément d'autres éléments qui seront importants à se prendre en compte, mais pour voir un peu qu'est-ce que ça va représenter. Mais c'est aussi associé aux os, à la moelle, aux dents et aux cheveux. Donc j'ai une perte de cheveux, j'ai une perte de dents. Ça reprend ma vessie. Vous voyez qu'on n'est plus du tout dans la notion de l'organe. On est dans le méridien de la vessie. Et c'est associé au cœur et au gémissement. Bon, vous avez mis les petites associations, c'est rigolo. Mais voilà. Mais ça, c'est la médecine chinoise. Oui, médecine traditionnelle chinoise. Mais c'est quoi le lien avec ce qu'on a dit? Les nadis avant et les marmas, ça c'est l'Ayurveda. Si tu veux, ton corps, c'est une succession de calques les uns sur les autres. Et chaque calque a des éléments. Donc dans le calque de l'Ayurveda, il y a des nadis et des marmas. Dans le calque de la médecine chinoise, il y a les méridiens et il y a des points d'acupuncture. Dans le calque de la bioénergie, il y a des plans et plein d'autres machins. C'est ça en fait, c'est vraiment une succession. Ils vont être dans nos différents corps. Mais donc vous pensez que ils s'ajoutent les uns aux autres? Oui, on est le tout. Et si tu voulais être exhaustive, il faudrait que tu fasses un soin précis où tu vas toucher un peu les méridiens, un peu les nadis, un peu les corps subtils, un peu les chakras, un peu les etc. Ce qui est un vrai bazar. Donc du coup, on se limite en général à un plan. Ou alors, par le biais de soins énergétiques comme le Reiki, l'Aoshi, etc. L'énergie, elle va là où elle doit aller, ce qui nous arrange bien, parce que du coup, c'est elle qui prend les rênes. Mais c'est pour ça que quand j'ai mal au genou, c'est pas uniquement dans le chakra du genou. Ça peut, mais il y a aussi des méridiens, il y a aussi d'autres éléments qui viennent. Peut-être mon aura est déchirée, j'en sais rien, ça peut être plein de choses. Peut-être que mon plan est trop bas au niveau des genoux et qui me bloque. C'est là où c'est assez délicat.
Et ça, on peut le savoir grâce au soin méridien. Oui, pareil, radiesthésie, canalisation ou lors d'un soin énergétique sur un thérapeute qui considère tout ça. Parce que tu peux être un excellent thérapeute et n'avoir aucune conscience de tout ça. Puisque l'énergie, de toute manière, travaille. Donc, t'as pas besoin de savoir tout ça pour faire un super dos. Là, c'est que je me suis pris la tête pour décortiquer un peu tout parce que j'aime bien me prendre la tête. Mais c'est pas une nécessité. On est le comme une information. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça qui me... Est-ce que, bon, enfin, pour moi, ce sont des systèmes. Chaque système fonctionne, enfin, comment dire, enfin, ouais, la médecine asiatique chinoise, et qu'elle fonctionne comme un tout. Et donc, quelqu'un qui s'y connaît juste, entre guillemets, en médecine asiatique, enfin, en médecine chinoise, pour lui, c'est perturbant de savoir qu'il y a un autre système à côté. C'est vrai. Et en même temps, la médecine chinoise, ce n'est pas l'acupuncture. C'est l'acupuncture, la pharmacotée, les massages tuina, l'alimentation, le qigong. Et c'est la combinaison de tout ça qui te permet d'avoir une bonne santé. Parce que quand tu ne fais que l'acupuncture, tu ne te contentes que d'un des plans. Donc même s'ils n'ont pas la connaissance et la conscience des marmas des nadis, ils ont quand même la conscience qu'il y a besoin d'autres éléments pour que ça touche les autres facettes. Et ça va être ça dans toutes les médecines. Parce qu'aujourd'hui, si je viens te trifouiller l'estomac parce que tu as des erreurs d'estomac, je te donne des médicaments, mais je suis pas allé voir qu'est-ce qui justifie tes aigreurs. Bon, bah, j'ai juste mis un pansement pour cacher la plaie, mais j'ai rien soigné. C'est le même principe. Il faut que j'aille voir tous les éléments. Ça, c'est plutôt c'est la médecine occidentale, mais elle se couple avec tout le reste. Et c'est là où c'est délicat, et c'est pour ça que c'est une véritable galère et un casse-tête, parce qu'il faudrait pouvoir tout considérer. Ce qui est assez difficile. Donc du coup, ce qu'on aime faire, ça nous arrange bien, c'est de canaliser et de se laisser guider en disant « Allez, tu soignes tel chakra, tu soignes tel méridien, tu soignes tel plan. » J'affabule bien évidemment, mais c'est l'idée parce que d'un point de vue mental, c'est impossible à cartographier précisément l'intégralité des trucs. Ou alors, on laisse l'énergie aller parce qu'elle ira là où il faut et c'est vachement pratique. Ça répond à peu près à ta question. Merci. Putain. Merci. Les points d'acupuncture, vous savez combien on en a là? Bon, les textes ne sont pas vraiment d'accord, mais les textes traditionnels, c'est assez rigolo. Moi, j'en ai fait de l'acupuncture, il m'a piqué partout. Ouais. Ah oui. Il y en a beaucoup. Il y en a trop. Parce que déjà, c'est symétrique, donc on a toute une flopée. Alors, les Chinois sont très portés sur les symboles. Mais à la base, il y en a 365. Comme par hasard. Bon, il y en a d'autres, hein, mais il est dit dans beaucoup de textes. C'est vraiment ça que l'on présente. Et il y a un rythme de circulation de l'énergie dans les méridiens. Donc l'énergie circule et en fonction d'eux, eh bien, on va se retrouver avec des pics d'intensité énergétique et à l'inverse, des creux. Et ça peut être très intéressant de voir comment ça vous impacte. Par exemple, vous vous réveillez tous les jours à la même heure. Vous allez voir quel méridien est impacté et vous allez trouver l'émotion associée. Et vous allez vous dire, ah d'accord, c'est parce que en ce moment je porte une colère que je me réveille tout entre 3 heures du matin parce que c'est mon foie qui est mal en train. Si le sujet vous intéresse, j'ai fait sur ma chaîne YouTube un rapport de je me réveille à telle heure. Alors, je l'ai transposé aux horaires français par rapport au décalage horaire. Parce que sinon, dans les textes, c'est sur l'heure solaire. Mais nous, on est décalé d'une heure. Et j'ai transposé en heure d'été, en heure d'hiver. Donc comme ça, vous avez juste à dire, je me réveille à telle heure en été, à telle heure en hiver. C'est tel méridien qui est mal en point, c'est telle émotion. Et je vous file une petite méthode pour vous rendormir. En attendant. Mais voilà, il y a une circulation qui vient passer dans ces méridiens au fur et à mesure de notre journée. Je vous l'ai mise ici. Également dans le fascicule, vous pourrez la retrouver. Ça en fait du bazar. Et là, j'ai rien touché. J'ai effleuré. Je vous parle pas même pas de l'explication où là, j'y suis pas allé. Mais on peut aller beaucoup plus loin. On parle du plexus solaire, mais le plexus en lui-même, c'est pas un chakra. C'est comme une espèce d'émanation en étoile. Et des plexus, on en a plusieurs. Je vous ai parlé du fil d'argent, ça fait aussi partie de notre âme. On a ce qu'on peut appeler des ailes, comme des ailes éthériques, comme des ailes d'ange. On a en fait beaucoup de choses qui sont dans nos symboliques, soit religieuses, soit mythologiques. Souvent, c'est quelque chose qui fait partie de notre être non incarné. Donc, c'est pas sans fin, mais c'est quand même assez gigantesque.
Mais voilà, je voulais déjà vous proposer ce qu'on rencontre le plus souvent dans les termes, que vous ayez un peu les origines, les racines, et une des façons de les représenter. Si vous voulez aller plus loin, j'ai fait un atelier en ligne que j'ai appelé l'humain et l'univers. Il vous propose une explication de comment, d'un point de vue spirituel évidemment, ça s'est installé, la création de l'univers, de la terre, de l'homme. Pourquoi est-ce qu'on est là d'un point de vue, qu'est-ce qu'on vient expérimenter, et pourquoi est-ce qu'on trinque, et comment est-ce qu'on est fichu. Je vous fais expérimenter avec des méditations certains éléments, comme le non-espace, le non-temps, les dimensions. Je vous fais nettoyer, purifier les chakras, ressentir vos ailes, votre Merkaba et plein d'autres machins. Donc voilà. Là, vous avez une petite racine que j'ai quand même essayé de développer dans le fascicule. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez cette possibilité presque... Vous avez vu, c'est très compliqué avec des mots. Par contre, si je vous amène à l'expérimenter, ça prend un autre sens. C'est pour ça que je propose les méditations guidées. Donc voilà. Ce que j'avais à me proposer ce soir. Et ben, merci beaucoup pour votre attention. Puis belle soirée. Merci, mon Dieu. Merci.